Nous retrouvons nos chers invités pour la suite de l'émission qui est dédiée à la reine Elisabeth II qui est décédée. C'était ce jeudi 8 septembre 2022. Allez, avant de parler de l'Algérie, nous continuons par parler de cette disparition. Dominique Lacmon, cette question, la succession, elle est assurée. C'est le prince Charles, Firmin peut le confirmer, qui devient le roi. Alors, cette succession, elle était prévue depuis. Oui, comme ça s'est fait dans les royaumes, c'est après le décès d'un roi ou d'une reine. On regarde dans la famille, c'est peut-être son fils aîné qui va prendre la charge du royaume. Et c'est tombé sur le roi, le prince qu'il était, mais aujourd'hui roi. Donc il a déjà pris à la tête du royaume. Donc on ne fait que lui souhaiter bonne prise de pouvoir, qu'il continue dans le même sillage que sa mère. Donc c'est déjà fait et ce qu'on doit lui souhaiter, c'est d'être dans les mêmes directives que la reine a fait, puisque la reine a fait beaucoup de choses, surtout son ouverture du côté des Africains. C'est ça qui m'intéresse moi, parce que qu'est-ce que je vois d'être lié à l'Afrique. Voilà, d'être lié à l'Afrique. Quel est l'intérêt? On ne doit pas applaudir ou bien pleurer une reine qui ne nous a pas servi. Tu vois, c'est l'intérêt, c'est ce qui me fait jouir d'elle, parce qu'elle a permis quand même, surtout la véritable décolonisation des pays africains qui étaient sous la colonisation britannique. Et vous voyez, comme mon ami Firmin l'a dit dans sa première intervention, sa présence au Ghana, c'était pour marquer beaucoup de choses. Elle a même au Kenya, même si elle ne s'implique pas, elle ne s'implique pas véritablement dans la gestion politique anglaise, c'est que quand même, peut-être, moi je me dis qu'elle a quand même des mots en guise sous roche qui tirent, qu'elle mette quand même sous les coulisses qu'on ne voit pas, mais c'est seulement qu'elle ne se prononce pas. Sinon, on peut dire que la politique anglaise vient de sa personnalité. Puisque le pays, l'Angleterre actuellement, c'est un pays qui reste toujours respectable et qui ne se mêle pas dans des problèmes qui ne le concernent pas. Donc c'est un peu arrêté. Comme un pays, vous voulez dire? Ah bon, attends, il y a beaucoup de pays. Il y a beaucoup de pays qui s'impliquent véritablement dans les gestions des autres pays. Il suffit de qualifier notre pays de dictateur. Et on va voir, on commence par tout secouer d'une autre manière. Mais comme on l'a dit, mais quand la présence au Kenya, c'est elle qui a permis aussi l'arrivée de Robert Mugabe. Robert Mugabe, oui, au Zimbabwe, mais aussi tendu un peu. Selon l'histoire, elle n'était pas quand même d'accord avec la première ministre à l'époque, qui n'avait pas voulu qu'elle se rende. Vous voulez parler de Margaret Thatcher? Voilà, merci de me donner le nom. Qu'elle n'avait pas quand même des accords, qu'elle lui refusait d'aller soutenir Robert Mugabe qui était contre l'apartheid qui se visait au Zimbabwe et en Afrique du Sud, mais elle avait quand même, mais elle n'est pas impliquée directement, mais affiché quand même son mécontentement vis-à-vis de ce comportement du régime blanc qui était au Zimbabwe. Donc c'est une chose que nous, Africains, on doit apprécier et dire vraiment à Dieu, que Dieu lui accompagne dans son dernier demeure. Alors, Firmin Tekou Agbo, il a souligné un point capital, relation un peu tendue aussi avec Margaret Thatcher. C'est une dame de fer, on peut comprendre. La succession, comment vous voyez le roi Charles, le prince Charles, c'est pas, il va porter peut-être le nom roi Charles. Mais il est même devenu déjà depuis hier. Comment on dit, vive le roi, la reine est morte, vive le roi. Donc on dit le roi ne meurt jamais. Donc il a les aptitudes pour mener le Royaume-Uni. Les aptitudes, une chose est sûre, il ne pourrait pas avoir la chance qu'a eu sa maman. Laura surtout, et puis le sérieux. Ce qui a aidé, je l'ai dit il y a un instant, ce qui a aidé la reine Elisabeth II, c'est le fait qu'elle soit impliquée dans le respect du protocole. Elle a toujours été très, très stricte par rapport au protocole. Donc c'est ça qui a aidé à la consolidation de la monarchie. Or, le roi, l'actuel roi Charles III,
à l'époque, lorsque lui était né et qu'il devenait déjà étudiant, il commençait déjà par porter un coup au respect du protocole du royaume. Normalement, il devrait être très strict et devrait, lorsque le temps, il devrait se marier, lorsque le temps... il devait choisir sa copine ou sa fiancée, il devrait rester puceau, se choisir une fille vierge. Et l'épouser selon les principes du royaume. Mais lui, il passait sa vie dans les boîtes de nuit, et il passait sa vie avec ses petites Aujourd'hui, il a 73 ans, peut-être que c'est ça en fait la source de son problème jusqu'à maintenant en fait. Donc il passait sa vie donc avec ses petites filles, et il est tombé sur une fille Camilla comme cela. Donc et c'est ça, il était venu présenter cette fille à la famille, à la maman. La maman n'a pas accepté parce qu'il avait déjà couché avec la fille. Donc on l'a forcé, on lui a imposé maintenant Diana. Or il n'a jamais aimé Diana. Donc il a été obligé de laisser sa petite bien-aimée. Donc il a fait un mariage qui n'était pas à son goût, et c'est ce qui fait que le mariage n'avait pas marché. Donc après la mort de Diana, donc, il a été obligé d'aller reprendre son ancienne copine. Donc vous voyez déjà, il foule déjà au pied les préceptes du royaume. C'est quelqu'un qui n'a pas été entre guillemets sérieux par rapport au respect d'un certain nombre de protocoles dans ce royaume-là. Maintenant c'est cet homme-là qui devient aujourd'hui roi. Autre chose, durant la vie de la reine, et il a été mouillé dans plusieurs affaires de corruption. On parle de corruption de corruption et autres. C'est quelqu'un qui n'a pas été trop clean. Mais, hasard de l'histoire, il devient roi. Il devient roi. Surtout il a 73 ans. Il a 73 ans, il devient roi, il est fatigué aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il peut encore? Est-ce qu'il peut encore se laisser à certaines bêtises? Non, je ne pense pas. Je pense que au soir de sa vie, il va se consacrer à la royauté, mais sauf qu'il n'aura pas la même chance que sa mère. Peut-être si Dieu lui accorde encore 20 ans, il va peut-être quitter aussi à 73 ans, et son fils William va lui succéder. Mais il y a un petit truc que je voudrais ajouter aussi, si vous le permettez. Par rapport à la France, en fait, la leçon que les Africains ou tous les régimes du monde pourraient tirer de la vie de la reine Elisabeth, c'est par rapport où ça devrait être une leçon institutionnelle. Elle a toujours été au-dessus de la mêlée. Elle n'a jamais affiché de position partisane parce qu'elle était le chef de l'État. Donc ça veut dire que quand vous venez à la tête d'un État, vous ne devez être ni à gauche ni à droite. Comme les Français, les présidents le disent, les chefs d'État le disent souvent, je suis le président de tous les Togolais. Même si là-bas c'est une fonction honorifique. Même si là-bas c'est une fonction honorifique, vous devez. Et elle était le chef de l'État. Le chef de l'exécutif, c'était le Premier ministre. Par exemple, quand vous allez en France, bon, le régime français est différent du régime anglais. Au niveau de la Grande-Bretagne, c'est le régime parlementaire. Au niveau de la France, c'est le régime semi-présidentiel. Mais quand on devient chef de l'État en France, on dit je suis le président de tous les Français. Mais c'est les institutions. Là-bas, en France, président et premier ministre, quelquefois ils ne s'entendent pas. Cela est arrivé avec Jospin et Jacques Chirac. Cela on l'a connu. Il y a tellement d'exemples. Cela est arrivé au temps de la cohabitation entre Chirac et Mitterrand, même au temps de François Hollande avec son premier ministre. Comment il s'appelle, vous me le rappelez, celui qui est le basque là. Manuel Basse, entre lui, François Hollande et son premier ministre ne s'entendaient pas trop. Alors, parce qu'il y avait des positions divergentes. Ce qui n'a jamais apparu au niveau de la Grande-Bretagne. La dame, la reine, s'est toujours montrée au-dessus de la mêlée. Elle s'est jamais mêlée de la politique. C'est pour cela qu'elle a toujours été celle qui a toujours rassemblé les Anglais, les Britanniques, malgré les divergences. Le Brexit ne s'y est jamais mêlé. Donc c'est ce qu'on devrait apprendre. Quand on est chef de l'État, on se met au-dessus de la mêlée. On est président de tout le monde, de tous ceux-là qui ont voté pour vous ou de ceux-là qui n'ont pas voté pour vous. Donc je pense que c'est une leçon institutionnelle qu'on pourrait tirer de sa vie. Peut-être, espérons, que son fils aussi se comporte de la sorte. L'ami Valentin Mahaba, on va chuter avec vous sur la disparition de la reine Elisabeth II. Oui, moi je dis que vous savez, les grands hommes, on les compte au bout des doigts. C'est-à-dire que quand on prenait, aujourd'hui c'est d'Elisabeth II nous parlons, quand on prenait même en Afrique, il y en avait eu. Et aujourd'hui, quand ils sont partis, c'est difficilement qu'on cherche ces hommes-là, on ne les retrouve pas. Il y a une instabilité politique. Surtout des questions politiques, quand vous y mettez
vous allez forcément avoir des différends avec des gens. Donc, moi, je me dis aujourd'hui que quand vous prenez par exemple en Côte d'Ivoire, tout le monde, quand on veut parler la réforme en Côte d'Ivoire, on dirait le vieux au fouet. Ouais. Quand on vient au Togo, c'est Eyadema. Quand vous allez au Bénin, bon, je ne sais pas, c'est Kérékou. Quand vous allez, je crois, en RD Congo, il y a l'autre, comment vous appelez là, Zahir, Seko. Quand vous allez aussi... Bengou, voilà. Donc, ces hommes ont toujours resté dans les marqués le monde. Et donc, après leur passage, difficilement vous allez trouver. Puis c'est vrai que les époques changent, ce n'est pas la même configuration, ce n'est pas les mêmes réalités. Mais ces hommes ont leur manière de mener la vie d'une nation. Et comme il a dit, je crois que la politique avec les actions que mènent parfois, comment l'appelle-t-on, les questions politiques, j'allais dire, divisent plus qu'elles ne réunissent. Voilà. Donc ici, il faut forcément dire que si c'est qu'elles s'étaient mêlées dans des questions politiques, aujourd'hui, il n'y aurait pas toute l'unité autour d'elles. Donc c'est ça même qui a été vraiment un avantage à son actif. Et puis bon, nous allons dire quoi, il faut que les gens s'en inspirent. Et celui qui vient, qu'il soit quand même s'il ne peut pas l'être à 100%, qu'il puisse essayer de ne pas amener ce qui a été construit dans ce pays. Si vous voulez, en une minute ou en une seconde, vous voyez même, vous savez que par rapport à la Grèce russo-ukrainienne, le Royaume-Uni soutient l'Ukraine, mais juste à son décès, vous avez jamais vu... prononcé. Elle s'était jamais prononcée. Pas forcément. Elle s'était jamais prononcée par rapport à son quelconque soutien à l'Ukraine et autres. Mais Vladimir Poutine a adressé un message à la famille royale. Donc ça veut dire que Vladimir Poutine sait qu'elle n'avait rien. Elle n'avait rien contre lui officiellement. Donc c'est ça en fait. Elle s'est toujours mise au-dessus de tout le monde. C'est-à-dire elle a toujours rassemblé les positions, les clivages et les a fait disparaître. C'est ça qu'on peut garder de Elisabeth II. Je sens que vous voulez parler aussi, on bien on file à Gadez. Oui, non, je voudrais terminer par ceci, mais on ne peut pas tout dire sur elle. Tout ce qui est bon, mais quand même, il y a des choses aussi qui ne sont pas bien passées. Moi, c'est sous son règne que le Premier ministre David Cameron, en complicité avec la France et notre frère Barack Obama ont bombardé la Libye. Ça, c'est une chose... Puisqu'elle ne se mêle pas trop de la politique, mais est-ce qu'elle peut impacter... Elle devait avoir... Comme vous savez, c'est vrai qu'elle ne parle pas, mais si vous voyez la stabilité de la politique anglaise, quand même, c'est basé sur sa forme, comment elle se présente. C'est comme ça, l'Angleterre aussi se présente dans ses relations. Au moins, si elle avait fait quelque chose de anguille sous roche, comme elle a l'habitude de le faire, on aurait évité le bombardement de la Libye. À ce niveau, on dit officiellement. Ce que nous sommes en train de dire ici, c'est officiellement. Oui. Donc officiellement, on ne parle pas. Mais dans les coulisses, on sait tout ce que nous manigassons. Si ça a été dans les coulisses, on aurait pu éviter que David Cameron puisse collaborer avec Sarkozy et Obama et les autres pour bombarder. Mais qui vous a dit qu'elle n'était pas d'accord avec le bombardement de la Libye? Là, ça c'est pourquoi je dis, là ça c'est une mauvaise chose qu'elle nous a infligé. Allez, dans les coulisses, elle est politicienne. On va quitter Londres et tout le Royaume-Uni. Pour l'Algérie, quelques 847 migrants, majorité des Nigériens, sont arrivés dans le nord du pays après avoir été refoulés d'Algérie. S'agissant de la situation des refoulés d'Algérie, nous avons en tout et pour tout 847 personnes, dont 40 femmes et 74 enfants non accompagnés. Ces personnes sont déjà arrivées à Gadez, a affirmé la municipalité de cette grande ville du nord du Niger. Comme Valentin Mayaba, qu'est-ce qui peut expliquer, ou selon vous, qu'est-ce qui explique l'attitude, si on peut le dire, des autorités algériennes? Oui, vous savez, cette situation est regrettable. Elle est regrettable. Et aujourd'hui, les déplacés, ceux qui sont partis de l'Algérie en allant pour aller vers le Niger aujourd'hui, trouvent raison parce que il y a eu trop d'exactions dans ce pays-là. Et qu'est-ce qui explique ces exactions? C'est le fait peut-être que l'Algérie inflige ou a déjà des sentiments de
comment l'appelle-t-on, les sentiments de il y a toujours l'Algérie a affiché un sentiment de racisme, c'est-à-dire que pour créer une situation de conflit, parce que vous avez tout le nord de l'Algérie, vous savez, l'Algérie est indifférent avec vous savez que c'est le même peuple, hein. Quand vous prenez l'Algérie, c'est les mêmes qui sont pratiquement au niveau de l'Italie. Donc c'est juste le fleuve qui les divise et vous allez rentrer en Italie. Donc aujourd'hui, les gens estiment que ceux qui viennent s'installer en Algérie peuvent facilement transiter pour aller en Europe. Et donc cette question a fait présager, a fait présenter une situation comme quoi il doit avoir toujours les gens qui vont transiter. C'est ce qui s'est passé aussi en Libye. En Libye. Quand les gens viennent, vous allez voir comment est-ce qu'on sacle les gens. On va marcher même sur vous voulez dire que c'est un passage pour atterrir dans le vieux continent. Justement. Et donc, les ils ont mis des garde-fous. Pas possible pour permettre ou pour empêcher les gens de passer par ce canal-là pour atteindre de l'autre côté. Donc, moi, je trouve qu'aujourd'hui, ça a été à l'origine de beaucoup de maux dont souffre aujourd'hui quand vous prenez le djihadisme, quand vous prenez la guerre dans le nord du Sahel, quand vous prenez tout ce qui est là-bas, c'est les déplacés là qui, n'étant pas eux-mêmes, sont obligés de se livrer à d'autres actes manipulés ou utilisés par d'autres personnes. Donc, moi, je me dis que ce qui motive forcément l'Algérie à ces genres d'actes doit quand même être à juger. Parce que si aujourd'hui, dans le monde, il y a des gens qui ont été victimes de ces actes, de ces exactions, il faut qu'au moins il y ait des commissions qui puissent... Au même moment, le problème d'immigration, il faut en parler également. Oui, c'est ce que les États ont des problèmes. Le Niger laisse passer ses fils. Ainsi, on parle de 847 personnes, dont des enfants. Oui, l'immigration, le problème de l'immigration ne finira jamais. C'est comme ce que nous disons le terrorisme. C'est des fléaux qui sont toujours dans des enclos qui ne disent pas leur nom. Moi, il me dit aujourd'hui que même quand vous prenez les gens qui veulent faire l'immigration, même la France même a plus légitimement parlé de l'immigration choisie, parce que il faut avoir... C'est des mots utilisés pour assouvir nous, les peuples africains. Parce que rien n'explique qu'il faut un Africain pour aller. Combien de fois les gens quittent l'Europe, ils viennent ici et ils vivent les mêmes situations. Donc, quand il y a ces écarts, quand il y a toujours ces clivages-là, vous allez toujours assister à cette question d'immigration. Pourquoi les gens veulent toujours aller de l'autre côté? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi est-ce que vous voulez quitter votre pays d'origine pour aller ailleurs? Qu'est-ce qui explique tout cela? Donc, je crois que c'est un dossier qui est dense. S'il faut le décrypter, ce n'est pas du jour au lendemain on pourra le faire. Mais nos États africains doivent faire l'effort de comprendre qu'on peut être heureux chez soi. Mais il faut créer aussi les conditions pour permettre les gens de rester chez eux. Ouais. Parce que le plus souvent, c'est des problèmes politiques qui sont instrumentalisés justement par les pays du Nord pour nous déstabiliser et parfois créer cette situation-là. Au même moment, ils nous repoussent. Au même moment, ils nous repoussent. Donc, il y a une sécurité, ça les profite. Ouais. Quand vous voyez comment ceux qui sont des migrants, quand vous voyez comment on les utilise de l'autre côté, vous n'allez pas vous rendre compte que nous sommes, c'est la chair humaine, c'est la même chair humaine. Donc, je me dis que ici, cette question d'immigration, ces exactions qui ont été commises à chose en Algérie, il y a par l'expulsion, vous voulez dire? L'expulsion, j'allais dire, explique à une part de vérité dans ça, parce que les gens trouvent que c'est un canal, c'est un terreau fertile pour ces migrants-là ou ces déplacés-là pour pouvoir passer de l'autre côté. Bon, je ne sais pas qui a mis les garde-fous. Est-ce que c'est les puissances occidentales qui auront instruit? Je ne crois pas trop. Mais est-ce que aussi, qu'est-ce qui explique qu'on puisse poser ces actes gravissimes et qui ne soient pas quand même considérés comme punitifs? Aujourd'hui, l'immigration, vous l'avez dit, mais je ne trouve pas forcément que nos États africains aussi ont besoin de ces problèmes-là pour pouvoir se développer. C'est les têtes pleines. C'est qu'on prenne, qu'on amène là-bas, qu'on prend, qu'on amène là-bas, qu'on les utilise et c'est la rentrée. Donc, forcément, on doit changer notre façon de gouverner nos nations, nos pays pour que chaque pays soit autonome. On nous a programmé cette indépendance depuis des décennies, mais on le dit, c'est une indépendance de façade. On peut tout faire, il y a toujours ces deux bords-là. Et ces deux bords-là chercheront à s'imposer.
Et chaque État doit faire de manière à ce que nous sommes en train de faire, il faut que ça soit au bénéfice de tous les Africains. Nos organisations sous-régionales sont là aujourd'hui. Ils devaient se pencher sur ces questions-là. Pourquoi est-ce que depuis là, la CEDEAO est là, l'Union européenne, c'est Marc même qui est là-bas. Donc, ces questions, c'est des questions beaucoup plus profondes. Et que s'il faut résoudre ces problèmes-là, on doit mettre des commissions pour élucider de quoi il est question. Alors, Dominique, l'Algérie, déjà, on se souvient, en 2014, avait expulsé des dizaines de milliers de migrants irréguliers originaires de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale et autres, selon un rapport des Nations Unies. L'Algérie, c'est finalement une habitude. Ah oui, c'est ce que je voulais même dire. L'Algérie est le pays maghrébin réputé pour ça. Moi, je ne sais pas, hein, je vais rester sous la forme de ce qui s'est passé. Mais le comportement des autorités algériennes, ça me fait... Et ça reste à réfléchir. Vous voulez qu'ils soient engloutis? Je ne sais pas pourquoi on parle d'abord pourquoi on parle de migrants. On ne peut pas parler de migrants africains lorsque les Africains sont sur leur territoire. Vous voyez, c'est vrai, l'Afrique du Nord semble avoir cette discrimination sur le reste des parties de l'Afrique, où je ne sais pas si c'est un abus d'influence pour dire que c'est une race plus supérieure que les autres. Sinon, ils l'ont toujours fait dans leur manière. On va parler des migrants en Algérie. Si ce sont des Africains qui se sont rendus en Algérie, qui sont sur leur territoire, on ne peut plus parler des migrants. Vous voyez, donc c'est un comportement qui n'est pas digne d'un pays africain. Chaque fois, le problème, ce sont les meilleures conditions chez eux. Il faut que ces conditions, qu'on arrive à chercher aussi ces conditions. Ah oui, mais ça devait se faire d'une autre manière. Bon, imaginez, regardez, il prend les migrants, comme ils ont l'habitude de les appeler, ce sont des Africains qu'ils prennent, ils mettent à la frontière du Niger. Mais pourquoi c'est à la frontière du Niger qu'ils renvoient ces migrants? Ils devaient prendre des dispositions, identifier ces Africains. En tout cas, la plupart de ces immigrants sont des Nigériens. Et les rapatrier dans leur pays, que d'aller maintenant les mettre au niveau de Agadez, à la frontière nigérienne. Ça laisse à croire que l'Algérie ne veut pas faire l'affaire des Africains. Et il se croit toujours un pays, je ne sais pas, européen ou quelque chose. Sinon, on ne pouvait pas... Ils ont toujours dit que... certains pensent même que l'Afrique, c'est à partir de... Cette supériorité du Mali et autres. N'est pas une bonne chose. Vous savez, en Afrique, c'est seulement l'Afrique de l'Ouest qui respecte vraiment les principes de libre circulation des personnes. Sinon, en Afrique centrale et l'Afrique du Nord, les gens on ne peut pas circuler librement dans un pays. Ça se passe aussi en Afrique centrale. Les gens sont expulsés. Même en Afrique du Sud, on voit des Sénégalais. Voilà, les gens sont expulsés ou bien sont traités de façon inhumaine. Est-ce qu'on peut vivre ainsi en Afrique? On peut. Est-ce qu'on peut vivre ainsi en Afrique? Mais c'est ce qui est à déplorer. Pourquoi? Nous sommes sur notre territoire. Un Africain, qui tu sois en Afrique du Nord, en Afrique centrale, doit se sentir africain. Mais si d'autres pays se croient encore plus supérieurs, là, on arrive à une discrimination entre nous, Africains. C'est des choses à déplorer. Et ce que les autorités algériennes nous présentent est à déplorer également. Alors, certains de ces migrants cherchent, il faut le dire, à survivre en Algérie, et d'autres, comme Yves-Valentin Mayaba l'a dit tout à l'heure, veulent prendre la route du vieux continent. Sauf que Firmet et Kouagbo, ils sont bloqués sur les deux aspects par les autorités algériennes. Vous savez, moi je n'ai pas grand-chose à reprocher aux autorités algériennes. Je vais vous décevoir. Moi, ce que je leur reproche, peut-être, c'est le manque de solidarité. Surtout envers les enfants. Envers les enfants, c'est-à-dire, on ne peut pas... Vous retrouvez des gens qui ne sont pas des vôtres sur votre territoire. Vous savez sûrement qu'ils ont des problèmes. La meilleure des choses, c'est d'organiser leur départ de votre territoire, de leur donner à manger, de leur donner à boire. Ça, on appelle ça la solidarité. Ça, c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses, c'est la solidarité. Le fait de les refouler comme ça, de les renvoyer du territoire, pas le Niger, pas la frontière du Niger, au niveau d'Agadez, c'est ça là, ça n'a pas été bien organisé. C'est ce que moi je peux leur reprocher.
Parce que c'est leur territoire, en fait. C'est leur territoire. Ils sont libres de gérer leur territoire comme bon leur semble. C'est pas l'Afrique comme Dominique l'a dit tout à l'heure. Non. C'est en fait chaque peuple ou chaque contrée du continent a subi un problème d'intégration. Quand vous voyez par exemple l'Afrique du Nord, quand ceux-là qui ont suivi, qui ont lu des choses sur la civilisation africaine, ils ont été pénétrés par des peuples d'Asie qui sont venus par le nord de l'Afrique, qui sont rentrés au niveau, qui ont occupé l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye. À l'époque, même c'était la Nubie et autres, comme ça, au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Est du continent, la Libye et autres, l'Égypte et tout ça. Et vous allez voir que la peau, le teint, la peau, ou la race même des peuples de cette contrée-là. Donc, la plupart qui sont nés ne sont pas purs africains, parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas purs africains, parce que les purs africains, c'est des noirs. Donc il y a des gens qui ont grandi avec cette mentalité, un certain racisme, moi que je ne condamne pas trop, parce que c'est un problème d'intégration. Et ils sont devenus africains par la force des choses. Ils sont devenus africains par la force des choses. Ils ne se sont jamais considérés africains. Ils ne se sont jamais considérés comme africains. Nous, par exemple, au niveau de l'Afrique subsaharienne, on n'a pas ces problèmes d'intégration, on n'a pas trop eu ces problèmes d'intégration. Les Arabes ne sont pas venus s'installer chez nous. Ils sont toujours en Afrique subsaharienne, ils ne sont pas inquiétés. C'est pour ça que nous, on n'a pas trop de problèmes avec nos frères du Niger, avec nos frères du Soudan, peut-être par exemple avec nos frères du Kenya, parce que c'est le même teint, c'est la même peau, c'est la même race, il n'y a pas de problème. Quand vous citez l'Afrique du Sud aussi, il y a ces problèmes parce qu'il y a des Blancs qui sont venus chez eux, ça fait des décennies. Donc, il y a des gens qui ont grandi dans les familles des Blancs et ont adopté des comportements des Blancs, le racisme, l'apartheid. Et c'est pour ça que quand ils voient d'autres peuples, ils l'ont en horreur. Ils ont en horreur ces peuples-là. Donc, c'est un problème d'intégration et d'histoire. Moi, je n'ai rien à leur reprocher par rapport à ça. Ce que je leur reproche, c'est la solidarité. Ils pouvaient bien organiser. Surtout envers les enfants. Envers les enfants, mais envers tout le monde, même les adultes. Parce que regardez, ça fait des années qu'ils renvoient des gens comme ça de façon horrible sur leur territoire, de leur territoire. En 2020, ça a été peut-être plus de 23 000 migrants. En 2014, il y a des milliers. Depuis 2014, c'est des milliers. Donc, ils n'arrivent pas à bien organiser ça. Parce que c'est leur territoire. Ils veulent en faire ce qu'ils veulent. Mais l'autre chose, vous l'avez souligné ici. Peut-être qu'on va la souligner juste après la pause qui s'impose pour le journal. On revient avec vous, chers invités. Firmin, ne vous inquiétez pas pour la suite.